À la fête de fiançailles de mon frère, il a eu un sourire narquois et m'a traîné vers son patron. Voici Cassandra, l'échec de la famille, a-t-il annoncé à voix haute, sa voix suintant la moquerie. Mes parents ont hoché la tête, leur visage crispé par le malaise. Une telle honte, a marmonné ma mère tandis que mon père riait maladroitement. Un silence de mort est tombé sur la salle du luxueux Mountain Lodge à Denver. La neige tombait doucement à l'extérieur des immenses fenêtres, mais à l'intérieur, l'atmosphère était devenue lourde et pesante. Son patron, un homme élégant d'une 50aine d'années, n'a pas ri. Il a simplement dévisagé mon frère, mes parents, puis moi. Quand Parker a prononcé mon nom, Cassandra, l'homme a marqué une pause d'une fraction de seconde, ses yeux se plissant juste assez pour que je le remarque. Quelque chose a traversé son visage, trop rapide pour être identifié, mais cela m'a noué l'estomac. Puis il a souri, lentement et calmement. Intéressant, a-t-il dit à voix basse en se tournant vers mon frère. Parker, je vous attends dans mon bureau demain matin. Personne ne savait quoi dire. Le sourire de mon frère s'est effacé. Je suis resté là, figé, l'humiliation me brûlant comme un feu. Quelques minutes plus tard, j'ai prétexté un mal de tête et je me suis éclipsé dans la nuit froide, rentrant seul en voiture, les mains tremblantes sur le volant. Si vous avez déjà été traité comme le mouton noir par votre propre famille, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant. Restez avec nous car cette histoire devient complètement folle. Le lendemain matin, j'étais assise seule dans ma petite maison en périphérie de Denver, fixant une tasse de café qui avait refroidi depuis des heures. Je n'avais pas dormi de la nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image du sourire narquois de Parker et le silence qui avait suivi ses paroles se rejouaient en boucle. J'avais été étiquetée comme l'échec de la famille d'aussi loin que je me souvienne. À 41 ans, je possédais et dirigeais mon propre cabinet de conseil financier indépendant depuis un modeste bureau en centre-ville. Ma spécialité était les redressements d'entreprises, sauvant des PME du bord de la faillite. Le travail n'était pas glamour. Personne n'organisait de fêtes pour des restructurations de dettes discrètes ou des négociations confidentielles avec les fournisseurs, mais cela payait les factures. Et au cours de la dernière décennie, j'avais bâti une réputation auprès des propriétaires qui avaient besoin d'aide sans faire les gros titres. Les clients me faisaient confiance parce que je livrais des résultats, discrètement et efficacement. Ma famille n'a jamais reconnu quoi que ce soit de tout cela. Pour eux, le succès signifiait des titres prestigieux, de grands bureaux, des éloges constants et des publications sur les réseaux sociaux. Parker, de 5 ans mon cadet, avait toujours été la star, celui qui avait le charme facile, le poste en marketing dans une entreprise de logistique en pleine croissance, la fiancée issue d'une bonne famille. Mes parents le couvaient sans cesse. Chaque promotion, chaque nouvelle voiture, chaque photo de vacances était encadrée et célébrée. Mes réussites recevaient au mieux des hochements de tête polis, généralement suivis d'un soupir sur le fait que je devrais me caser ou trouver quelque chose de plus conventionnel. 3 mois avant la fête de fiançailles, Parker m'avait appelé à l'improviste. « Sœurette, j'ai besoin d'un service », avait-il dit, la voix légère comme s'il demandait qu'on le conduise à l'aéroport. Savannah et moi organisons ce truc au Mountain Lodge, et je suis débordée au travail. « Tu es douée pour les trucs ennuyeux, non ? Pourrais-tu t'occuper de quelques contrats avec les fournisseurs ? » J'aurais dû refuser. Mais c'était mon frère, et malgré tout, cela avait encore du poids. Alors, j'ai accepté d'aider un peu. Cela a commencé modestement, en examinant les devis des traiteurs et des fleuristes. Puis j'ai repéré de sérieux problèmes. Un contrat que Parker avait déjà signé avec le coordinateur principal de l'événement contenait une clause qui aurait pu l'exposer à d'énormes pénalités si les délais ou les livraisons n'étaient pas respectés. C'était une négligence, le genre d'erreur qui aurait pu facilement mener à un procès si le fournisseur avait décidé de l'appliquer. J'ai passé 3 nuits tardives au téléphone à renégocier, à faire supprimer la clause risquée et à obtenir de meilleures conditions de paiement. Parker n'a jamais demandé ce que j'avais changé. Il a juste dit merci et est passé à autre chose. Puis sont venus les acomptes. 2 semaines avant l'événement, le photographe et le groupe de musique ont tous deux envoyé des rappels, les paiements étaient en retard et ils se préparaient à annuler. Parker avait oublié, pris par une échéance au travail. Si ces réservations tombaient à l'eau,
toute la fête s'effondrerait. Pas de photos professionnelles pour la grande annonce. Pas de musique pour les danses que Savannah avait si soigneusement planifiées. Le lodge avait des règles strictes. Aucun remboursement pour la location du lieu si des fournisseurs clés se retiraient. J'ai viré les acomptes moi-même. $8 000 pour le photographe, $6 000 de plus pour le groupe. J'ai utilisé l'argent d'une avance récente d'un client, en me disant que je réglerais ça plus tard. Parker a promis de me rembourser immédiatement. Tu me sauves la vie, Cass, m'a-t-il envoyé par SMS. L'argent n'est jamais arrivé. J'ai continué à travailler. Le fleuriste a essayé d'ajouter près de $4 000 de frais supplémentaires qui ne figuraient pas dans le devis initial. Je l'ai remarqué, je les ai appelés directement et j'ai exigé une facture corrigée. Le traiteur a facturé des tarifs gonflés pour les services de bar. Je les ai négociés à la baisse de 20% après avoir montré les prix des concurrents. Chaque correction a été faite discrètement depuis mon bureau à domicile, tard le soir ou tôt le matin, pour ne pas interférer avec mes vrais clients. Parker n'a jamais su à quel point tout l'événement avait frôlé la catastrophe. Pour lui, tout s'est simplement bien passé. Au lodge, il se tenait là, acceptant les compliments sur l'organisation parfaite, sur le professionnalisme de l'installation. Savannah souriait à ses côtés, le remerciant d'avoir réalisé sa vision. Et puis, devant tout le monde, il m'a traîné en avant et m'a appelé l'échec de la famille. Si je n'étais pas intervenu, si je n'avais pas corrigé ses erreurs, couvert ses oublis, négocié ses mauvais contrats, cette fête n'aurait pas eu lieu de cette manière. Pas de photos, pas de musique, peut-être même pas de lieu du tout. Il aurait eu l'air incompétent devant la famille de Savannah, ses collègues et ses futurs beaux-parents. Mais personne ne le savait. Ni maman, ni papa, ni Parker. Ils ont vu l'événement se dérouler sans accroc et lui en ont attribué tout le mérite. Ils m'ont vu assise tranquillement et ont supposé que je n'avais rien apporté, comme toujours. J'avais passé des années à leur prouver le contraire à ma manière, en bâtissant une entreprise qui aidait de vraies sociétés à survivre à de vraies crises. Pourtant, à leurs yeux, je restais la déception. Celle qui ne s'est jamais mariée, ne s'est jamais vantée, n'a jamais réclamé d'attention. Ce matin-là, seule dans ma cuisine silencieuse, le poids de tout cela m'accablait plus que jamais. J'avais encore tout arrangé pour lui, et il m'avait remercié en m'humiliant devant une salle comble. Pour la première fois, je me suis sérieusement demandé pourquoi je continuais à le faire. Pourquoi je continuais à protéger quelqu'un qui ne m'avait jamais protégé. J'ai fixé le café froid et j'ai réalisé quelque chose, froidement et clairement. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner ma place dans une famille qui avait déjà décidé que je n'y appartenais pas. Le mardi de la semaine suivante, un SUV noir et élégant s'est garé devant mon petit bureau du centre-ville de Denver. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme d'une 50aine d'années en sortir, vêtu d'un costume bleu marine impeccable et portant un porte-documents en cuir. Theodore Ramsey est entré directement dans le bâtiment sans prévenir. Mon assistante n'était pas encore arrivée, alors je l'ai accueilli moi-même à la réception. Il a pris un moment pour regarder l'espace, un bureau simple, des classeurs organisés, quelques diplômes et témoignages de clients encadrés au mur avec un respect évident dans les yeux. Puis il m'a fait face, son expression sérieuse mais accessible. « Miles » a-t-il dit, en me tendant la main pour une poignée ferme. « Avez-vous le temps pour une conversation ?» J'ai hoché la tête, surprise mais curieuse de savoir pourquoi le patron de Parker se présenterait à l'improviste. Je l'ai guidé vers la petite table de conférence dans un coin de la pièce. Il s'est assis en face de moi, a posé le porte-documents sur la table et a commencé sans préambule. « Ce soir-là, au Mountain Lodge, a-t-il dit, d'une voix égale et mesurée. Quand votre frère vous a présenté et a mentionné votre nom, Cassandra, je n'ai pas fait le lien immédiatement. Mais la façon dont vous vous teniez là, complètement calme, sans réaction extérieure, sans tenter de vous défendre. Cela a déclenché quelque chose en moi. Sur le chemin du retour, tout m'est revenu. Il a fait une brève pause, jaugeant ma réaction. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Il y a 15 ans, je possédais et dirigeais une entreprise de logistique de taille moyenne, ici même au Colorado. Nous nous étions trop étendus, avions contracté de lourds emprunts pour de nouveaux entrepôts, signé des contrats à long terme défavorables.
Et les liquidités s'épuisaient rapidement. Le dépôt de bilan était à moins de 2 mois. Mon père était décédé l'année précédente, me laissant l'entreprise dans un état vulnérable, et j'étais sur le point de perdre tout ce pourquoi il avait travaillé. Les détails ont commencé à me revenir. C'était au début de ma carrière, l'un des premiers projets que j'avais géré entièrement seul. Après être devenue indépendante à 26 ans, déterminée à me faire un nom dans le conseil en redressement d'entreprise. Une jeune consultante m'a contacté directement, a poursuivi Théodore. Aucune connexion mutuelle, aucune discussion sur les honoraires au départ. Elle a passé des semaines à examiner l'intégralité de nos livres comptables, gratuitement, identifiant chaque domaine où l'argent fuyait, des itinéraires de fret mal négociés, des accords avec des fournisseurs surpayés, des pénalités cachées dans les conditions de prêt. Elle a fourni un plan de restructuration précis. Prioriser les renégociations avec les créanciers, liquider les actifs sous-performants, réduire les redondances opérationnelles sans licenciement massif. Il a ouvert le porte-documents et a soigneusement fait glisser un ancien rapport sur la table. La page de garde indiquait « Cassandra Miles, consultante financière indépendante », dans le même format épuré que j'utilisais encore aujourd'hui. Des puces concises, un déroulement logique, pas de formulation superflue. J'ai gardé ça toutes ces années, a-t-il admis, parce que vous avez redressé l'entreprise sans facturer une seule heure. Quand j'ai insisté pour vous payer après que la mise en œuvre a commencé à montrer des résultats, vous avez refusé. Vous avez dit que vous commenciez tout juste votre activité et que vous ne pouviez pas accepter de paiement de quelqu'un confronté à une véritable crise. Votre approche m'a rappelé ma propre détermination quand j'étais plus jeune, concentrée, inébranlable. Sans besoin de reconnaissance. J'ai regardé les pages jaunies. Des souvenirs ont refait surface, d'interminables soirées à analyser des feuilles de calcul, à passer des appels à froid aux fournisseurs, à rédiger des lettres aux banques pour obtenir des prolongations. Ramsay Logistique, ai-je dit doucement, faisant le lien complet. Vous avez consolidé les itinéraires et vendu la flotte excédentaire. Il a confirmé d'un signe de tête. Je l'ai vendu avec un bénéfice 3 ans plus tard. J'ai utilisé ces fonds pour investir judicieusement et croître de manière durable. L'entreprise plus grande que je dirige aujourd'hui découle directement de votre intervention. Toute ma trajectoire de carrière a changé grâce à cette aide non rémunérée d'une inconnue qui a vu du potentiel là où je ne voyais que l'effondrement. Il s'est légèrement penché en avant. À la fête, j'ai reconnu le même regard stable que la personne qui m'avait aidé sans attendre de gratitude ni de reconnaissance. Le calme imperturbable sous la pression. Le style professionnel exact de cet ancien rapport correspond en tout point à votre personne. Je suis resté sans voix un instant. Ce projet avait été important pour moi à l'époque, mais les clients passent, et je l'avais enterré parmi des centaines d'autres depuis. Personne ne l'avait jamais mentionné à nouveau, et encore moins ne m'avait remercié des années plus tard. Pourquoi venir ici maintenant ? Ai-je demandé, voulant sincèrement savoir. Il a fermé doucement le porte-document. Parce que la description que votre propre famille a faite de vous ne correspondait pas à la personne qui, je le savais, avait sauvé mon entreprise. La consultante qui m'a secouru sans fanfare n'est pas un échec. Et comme Parker travaille pour moi, j'ai prêté une attention plus particulière à certains schémas au travail. Il s'est arrêté là, sans en dire plus pour le moment. L'insinuation est restée en suspens, mais il a plutôt commencé à me poser des questions sur mon cabinet actuel. J'ai décrit des cas récents, le sauvetage d'une entreprise de distribution familiale de la saisie, l'accompagnement d'un fournisseur régional à travers des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Il a écouté attentivement, posant des questions de suivi pertinentes qui montraient une réelle compréhension du domaine. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. La lumière du matin se déplaçait sur les murs du bureau tandis qu'il partageait de brèves mises à jour sur l'évolution de l'entreprise depuis mon intervention. Nouvelle division, croissance stable, contribution à la communauté. C'était étrange mais gratifiant que quelqu'un en dehors de mon cercle familial reconnaisse l'impact de mon travail. Quand il s'est finalement levé pour partir, il m'a de nouveau tendu la main. J'apprécierais de rester en contact, Madame Miles. Correctement, cette fois. Je l'ai raccompagné. Alors que le SUV s'éloignait,
un petit changement s'est opéré en moi. Quelqu'un avait vu la valeur que j'apportais, non pas par des vantardises ou des exigences, mais par des résultats qui duraient. Lors de cette première réunion et des plusieurs appels téléphoniques et rencontres qui ont suivi au cours des jours suivants, Theodore Ramsay a orienté la conversation vers la véritable raison pour laquelle il m'avait recherché, au-delà de notre lien passé. Il a expliqué qu'il avait discrètement lancé un audit interne dans son entreprise de logistique environ 10 mois plus tôt, suite à des anomalies dans les rapports financiers qui touchaient plusieurs départements. Parker avait été examiné de près dès le début du processus. Theodore a présenté les preuves de manière calme et organisée, étalant des rapports imprimés, des chaînes de mails et des feuilles de calcul annotées sur la table de conférence. Le problème le plus important concernait un contrat de grande valeur avec une chaîne de vente au détail nationale pour une logistique d'expédition et de distribution optimisée. Le projet avait été publiquement attribué à Parker comme son initiative personnelle. Il avait fait la présentation finale, accepté les félicitations de la haute direction et reçu une prime de performance substantielle ainsi qu'une recommandation de promotion. En réalité, le travail de fond avait été réalisé par un analyste junior nommé Nathan Hay. Nathan avait passé 6 mois à rechercher des données de marché, à construire des modèles financiers et à rédiger la proposition initiale. Parker n'avait rejoint l'équipe que dans les 2 derniers mois, puis s'était systématiquement approprié le mérite du travail. Les archives de mai le montraient demandant aux membres de l'équipe de lui envoyer personnellement toutes les mises à jour. Il transférait ensuite ces mises à jour au cadre avec de légères reformulations, les présentant comme ses propres idées. La commission liée à l'accord s'élevait à 47 000 $, plus la visibilité supplémentaire qui a accéléré sa trajectoire de carrière. Ce n'était que le début. Theodore a ouvert un autre dossier contenant 18 mois de notes de frais. Parker avait régulièrement soumis des dépenses personnelles comme des frais professionnels légitimes. Un week-end à Las Vegas était documenté comme des réunions de développement client avec des partenaires potentiels. Un séjour dans un hôtel de luxe à Miami était étiqueté « Coordination d'événements de réseautage ». Des achats de vêtements haut de gamme costumes, chaussures, accessoires étaient classés comme « tenues professionnelles requises pour les présentations de direction ». Même certains coûts préparatoires pour sa fête de fiançailles, comme les dégustations de traiteurs et les visites de lieux, avaient été discrètement facturés au compte de l'entreprise. Le total des frais frauduleux dépassait 110 000 $. Le schéma avait commencé modestement des remboursements mineurs qui passaient inaperçus et étaient devenus progressivement plus audacieux à mesure qu'aucune question n'était posée. L'équipe de comptabilité judiciaire de Theodore avait recoupé chaque élément avec les relevés de cartes de crédit personnelles, les agendas et les itinéraires de voyage. Les incohérences étaient indéniables. J'écoutais, un mélange d'incrédulité et de sombre reconnaissance s'installant en moi. Parker avait toujours été prompt à prendre des raccourcis lorsque cela le bénéficiait. Voir la trace documentée rendait ce comportement impossible à rejeter comme une simple négligence. Pourquoi partager cela avec moi spécifiquement, ai-je demandé lors d'un de nos appels ultérieurs. Theodore a répondu de manière réfléchie. Parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour gérer la phase suivante. Nous avons récemment acquis 2 filiales plus petites et l'opération combinée génère environ 50 millions de dollars de revenus annuels. Nous nous restructurons pour éliminer les redondances, intégrer les systèmes et assurer la conformité financière. Cela nécessite un consultant indépendant avec une expertise éprouvée en redressement d'entreprise, quelqu'un qui privilégie la précision à la politique. Il a fait glisser la proposition de contrat formel sur la table lors de notre réunion en personne suivante. Les termes étaient clairs, un contrat de 6 mois, une rémunération de 250 000 $, avec des dispositions pour une prolongation en fonction des résultats. Le champ d'application incluait l'audit des départements qui se chevauchaient, la recommandation d'efficacités opérationnelles et la supervision de l'intégration financière sans parti pris. J'ai examiné le document attentivement. Le projet exigerait un temps considérable, visite sur site, analyse de données, réunion avec les parties prenantes, mais la rémunération représentait plus que ce que je gagnais généralement en une année complète. Plus important encore, c'était une opportunité d'appliquer mes compétences à plus grande échelle, en travaillant directement avec une équipe de direction qui respectait déjà mon parcours. Je ne peux pas être impliqué dans des décisions concernant Parker personnellement, ai-je précisé. Vous n'aurez pas à l'être,
m'a assuré Théodore. Les preuves sont indépendantes et se suffiront à elles-mêmes. Votre rôle se concentrera uniquement sur le projet de restructuration. J'ai pris quelques jours pour évaluer comment ce contrat s'intégrerait à ma charge de travail existante. J'ai fait des projections préliminaires, examiné la logistique des déplacements entre Denver et le siège de l'entreprise, et pesé l'impact potentiel sur mon cabinet. L'opportunité était substantielle, et la confiance que Théodore me témoignait était gratifiante comme peu de choses l'avaient été. Avant que je signe, lors de notre dernier appel de la semaine, Théodore a mentionné un point supplémentaire, presque nonchalamment. Lors de l'audit plus large, son équipe avait remarqué des transferts financiers inhabituels qui semblaient sans rapport avec les affaires de l'entreprise, mais liés à des comptes familiaux. J'ai vu quelques schémas irréguliers impliquant des fonds connectés à des personnes proches de Parker. A-t-il dit prudemment, choisissant ses mots. Rien de concluant à ce stade, et je ne suis pas prêt à tirer des conclusions sans un contexte complet, mais c'est quelque chose dont j'ai pensé que vous devriez être au courant. Il a laissé la déclaration en suspens, sans offrir de détails. L'insinuation flottait dans l'air, suggérant qu'il pourrait y avoir plus sous la surface qu'une simple faute professionnelle. Je n'ai pas insisté pour avoir des détails. Le contrat se suffisait à lui-même. Le lendemain, j'ai signé l'accord et l'ai renvoyé par voie électronique. Théodore a immédiatement exprimé sa gratitude et a exposé les prochaines étapes, accès initial aux données, visite de sites programmés et une réunion d'introduction avec les principaux chefs de département. Pour la première fois depuis des années, une opportunité professionnelle majeure m'était offerte en raison de mon bilan, et non malgré les perceptions familiales. Le travail à venir promettait des défis et de la croissance, et je me sentais prête à m'y lancer. Quelques semaines plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré mais que j'ai immédiatement reconnu. J'ai hésité avant de répondre. La voix de Parker s'est déversée, tendue et urgente. Cass, il faut qu'on se parle, en personne, s'il te plaît. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville, loin de nos bureaux respectifs. Il est arrivé débraillé, la chemise sortie du pantalon, des cernes sous les yeux, aucune trace de sa confiance habituelle. Savannah n'a pas été mentionnée. Il a foncé tête baissée après n'avoir rien commandé. L'enquête se resserre sur moi. Les notes de frais, le contrat avec le distributeur. Tout. Ça devient sérieux. Les gens de Théodore veulent une corroboration de quiconque connaît mes méthodes. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Tu as déjà jeté un œil à certains de mes travaux. Tu te souviens, des avis rapides sur des présentations. Si tu pouvais juste leur confirmer qu'on échangeait des idées, que je te consultais sur les stratégies, ça aurait du poids. La famille soutient la famille, Cass, ça a toujours été comme ça. Le plaidoyer dans sa voix était brut, presque convaincant si je n'en avais pas entendu des versions toute mon enfance. Je ne vais pas mentir, ai-je dit d'un ton égal. Son expression s'est durcie. Tu me dois bien ça. Maman et papa ont toujours mis leurs espoirs en moi. Tu ne peux pas juste regarder ça arriver. Je ne te dois pas de mensonges et je reste en dehors de ça. Il a agrippé le bord de la table. Ça pourrait mettre fin à ma carrière. Le mariage. Tout ce que nous avons construit. Disparu. Tu veux vraiment être celle qui laisse ça se produire? J'ai repoussé ma chaise. Ce sont tes choix, Parker. Pas les miens. Il m'a suivi jusqu'à la porte, la voix plus basse. Pense à ce que ça va faire à la famille. Le harcèlement s'est intensifié après ça. Des appels à des heures indues, certains depuis des numéros masqués. Des messages vocaux commençant par des excuses, puis devenant accusateurs, prétendant que j'étais jalouse, que j'avais toujours été aigrie par son succès. Des SMS arrivant par rafale, des rappels de vacances que j'avais organisés, de services que je lui avais rendus, maintenant présentés comme des dettes qu'il réclamait. Puis l'email a fait surface dans le système sécurisé de l'entreprise. Des messages semblant provenir d'une adresse presque identique à la mienne, une seule différence d'un caractère dans le nom de domaine. Le contenu était explicite, des suggestions étape par étape sur la façon de faire passer des coûts personnels pour des frais professionnels, des conseils pour réattribuer les contributions d'équipe dans les évaluations de performance.
Ils étaient datés pour suggérer une consultation continue, me positionnant comme complice. Je les ai découverts lors d'un examen standard des lecteurs partagés pour mon projet de restructuration. Les horodatages étaient groupés, tous créés dans une fenêtre de temps étroite en soirée. Les journaux IP pointaient directement vers le poste de travail de Parker. J'ai tout documenté méticuleusement. Capture d'écran, métadonnées exportées, registre d'accès. J'ai transmis le dossier au responsable de la conformité de Théodore d'abord, puis j'ai confirmé mon implication lorsqu'ils ont demandé une déclaration. La réponse a été rapide. J'ai reçu une invitation à assister à l'audience disciplinaire depuis une salle d'observation avec un miroir sans teint, compte tenu de mon statut de contractante et de ma pertinence directe. Parker est entré dans la salle de conférence, l'air d'abord calme, costume impeccable, note à la main. Le comité comprenait Théodore, le directeur financier, la directrice des RH Karen Fletcher, et le conseiller juridique interne Marcus Reeves. Ils ont procédé méthodiquement, projetant des preuves à l'écran, reçus discordants, calendrier de projet modifié, et maintenant la correspondance falsifiée tentant de m'impliquer. Il a commencé par des explications, des délais serrés menant à des erreurs de catégorisation, une dynamique d'équipe où le mérite revenait naturellement vers le haut. Lorsqu'on l'a pressé sur des points spécifiques, il est passé à l'émotion, la voix se brisant en décrivant le stress des préparatifs du mariage et les attentes de performance. Le comité est resté impassible. Karen Fletcher a annoncé le verdict de manière professionnelle, licenciement immédiat pour faute grave, incluant la fraude et la tentative d'obstruction. L'entreprise engagerait des poursuites civiles pour le recouvrement de tous les fonds détournés, totalisant plus de 110 000 $, par des voies légales. Compte tenu de la nature délibérée et de l'ampleur des faits, les autorités seraient informées pour d'éventuelles poursuites pénales. La sécurité est apparue rapidement. Parker a rassemblé ses affaires dans une boîte standard, escorté dehors par une porte de service. Son visage était vide alors qu'il passait devant la vitre, ignorant que j'étais là. J'ai quitté le bâtiment peu après, conduisant à travers des rues familières. Aucune vague de victoire ne m'a submergé. Aucune satisfaction à le voir chuter. Juste un profond soulagement glacial, comme expiré après avoir retenu mon souffle pendant des décennies. Les retombées étaient les siennes, construites à partir de décisions qu'il avait prises sans se soucier des conséquences. Je ne ressentais aucune envie de célébrer, seulement la reconnaissance tranquille que certains schémas s'étaient enfin brisés, laissant place à quelque chose de plus sain. 2 mois ont passé. Une invitation est arrivée par la poste de ma tante Irene, manuscrite, formelle, conviant toute la famille à dîner chez elle dans la banlieue de Denver. Elle avait toujours été l'observatrice silencieuse du côté de ma mère. Veuve jeune, vivant indépendamment dans la même maison depuis des décennies. J'ai failli refuser, mais la note incluait une ligne personnelle, il est temps que nous parlions ouvertement. S'il te plaît, viens. La soirée était fraîche quand je suis arrivée. Des voitures bordaient l'allée. La berline de mes parents, le SUV de Parker, les véhicules de 2 cousins et de leurs conjoints. À l'intérieur, la table de la salle à manger était mise pour 10, des bougies allumées, l'arôme de rôti et de pommes de terre remplissant l'air. Tante Irene m'a accueilli à la porte avec une étreinte ferme, ses yeux vifs à 73 ans. Merci d'être venue, Cassandra. Tous les autres étaient déjà assis. Maman et papa à une extrémité, les postures raides. Parker à côté d'une chaise vide qui devait être celle de Savannah. Elle n'était pas là. Les cousins Mark et Lisa avec leurs partenaires, échangeant des regards mal à l'aise. Le dîner a commencé poliment, on se passait les plats, on parlait du temps et des vacances. Tante Irene a attendu que les assiettes soient remplies avant de se lever au bout de la table. Je vous ai tous réunis ici parce que je suis restée silencieuse trop longtemps, a-t-elle dit, la voix ferme et claire. Cette famille a traité Cassandra comme si elle ne comptait pas pendant des années. J'en ai assez. Papa a commencé à l'interrompre. Irene, ce n'est pas. Elle a levé une main. Tu vas écouter ce soir, George. Elle s'est tournée vers la salle. Laissez-moi vous parler de la nièce que vous avez ignorée. Il y a 8 ans, quand on m'a diagnostiqué un cancer, les coûts du traitement dépassaient mes économies et mon assurance. J'étais prête à hypothéquer la maison.
Cassandra a payé les factures restantes, plus de 40 000 $. Sans le dire à personne. Elle a envoyé l'argent par l'intermédiaire de la fondation de l'hôpital pour que je ne le sache pas au début. Je ne l'ai découvert que lorsqu'une lettre de remerciement lui étant adressée est arrivée. La fourchette de maman s'est arrêtée en plein vol. Parker fixait son assiette. Quand Mark a perdu son emploi pendant la récession et a eu besoin de capital pour démarrer son entreprise d'aménagement paysager, a continué tante Irene en regardant mon cousin, qui lui a fourni le prêt sans intérêt qui lui a permis de passer la première année. Cassandra. 20 000 $. Remboursé lentement au fil du temps. Sans pression. Mark a hoché lentement la tête, les yeux baissés. Elle m'avait dit de ne le dire à personne. Et le mari de Lisa, a poursuivi tante Irene, quand sa start-up technologique faisait faillite et qu'il risquait l'expulsion, qui a couvert 6 mois de loyer discrètement. La même personne. La pièce est devenue plus silencieuse. Personne ne croisait mon regard. Mais le pire, a dit tante Irene, la voix se serrant, c'est ce qui s'est passé avec le fonds d'éducation de votre grand-père. Il avait mis de l'argent de côté, spécifiquement une part pour chaque petit enfant. La part de Cassandra était de 50 000 $, destinée à ses études universitaires et au début de sa carrière. George et Barbara, vous avez tout retiré et l'avez redirigé vers les comptes de Parker pour ses frais de scolarité dans une université privée et son premier appartement. Le visage de papa est devenu rouge. Cet argent a été investi pour l'enfant qui avait le plus de potentiel. Potentiel, a coupé tante Irene. Vous avez décidé que Cassandra n'en avait aucun, alors vous avez pris ce qui lui revenait. La voix de maman était faible. Nous pensions qu'elle se débrouillerait seule. Elle l'a toujours fait. Parker avait besoin de ce coup de pouce pour réussir. Parker a pris la parole, sur la défensive. Les temps étaient durs. Nous avons tous fait des sacrifices. Cassandra s'en est bien sortie de toute façon. Tante Irene l'a regardé droit dans les yeux. Bien sortie. Pendant que tu utilisais son héritage pour construire la vie que tu as étalée. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé au travail, tu es encore assis ici à te comporter comme si tout était dû. Il s'est agité sur sa chaise. C'est différent. C'est un coup de malchance au bureau. Personne n'a répondu. Les cousins ont échangé des regards, clairement mal à l'aise, mais sans la contredire. Tante Irene s'est de nouveau adressée à la table. Cassandra n'a jamais rien dit parce qu'elle n'a pas besoin de la validation de l'un d'entre vous. Elle a construit sa vie selon ses propres termes, mais je ne permettrai pas à cette famille de continuer à l'appeler l'échec. Elle s'est rassise. Le silence s'est étiré. Papa s'est raclé la gorge, a commencé à parler, puis s'est arrêté. Maman s'est tamponné les yeux avec une serviette. Parker poussait la nourriture dans son assiette. Je suis restée silencieuse tout du long. Les révélations n'étaient pas nouvelles pour moi. Je savais pour le fond depuis un certain temps, mais les entendre prononcer à voix haute devant tout le monde a changé quelque chose. Le dîner s'est terminé maladroitement. Les gens sont partis peu après le dessert. Des murmures d'au revoir. Pas de conversation qui s'éternise. Tante Irene m'a accompagnée à ma voiture. Je devais le dire, a-t-elle chuchoté. Pour toi et pour la vérité. Je l'ai serré dans mes bras. Merci. En rentrant chez moi, les mots résonnaient. Pour une fois, quelqu'un avait parlé pour moi alors que je ne l'avais pas demandé. 1 an plus tard, j'ai pris ma décision finale. J'ai changé de numéro de téléphone, mis à jour tous mes contacts professionnels et configuré des filtres de mail pour bloquer toute correspondance provenant des adresses familiales. Les lettres sont restées sans réponse. Les liens sur les réseaux sociaux ont été coupés. Pas d'explication, pas de message d'adieu, juste le silence. Le projet de restructuration avec Théodore Ramsay s'est achevé avec succès, en avance sur le calendrier. Les filiales intégrées fonctionnaient de manière plus efficace, plus conforme et plus rentable. Il m'a offert une prolongation, un rôle de conseil continu au niveau de la direction avec des options sur action. J'ai accepté. Mon cabinet a grandi. De nouveaux clients sont arrivés par des recommandations de son réseau. Pour la première fois,
mon travail opérait à une échelle qui correspondait à mes capacités, libérer des vieilles ombres. J'ai déménagé dans des bureaux plus grands au centre-ville, j'ai embauché 2 associés et j'ai accepté des dossiers pro bono sélectifs, aidant des petites entreprises en crise comme je l'avais fait à mes débuts. Les journées semblaient avoir un but, libérer de tout fardeau. Des nouvelles des autres me parvenaient par des canaux distants. Parker et Savannah se sont séparés discrètement, puis ont divorcé. Le recouvrement judiciaire de l'entreprise a vidé ses économies. Les jugements civils se sont accumulés avec les intérêts. Les candidatures à des emplois n'ont abouti à rien. Les vérifications d'antécédents révélaient le licenciement pour fraude. Il acceptait des contrats ponctuels quand il le pouvait, mal payés, instables. Maman et papa sont restés dans la même maison, plus silencieux maintenant. Les vacances se passaient sans rassemblement. Des mises à jour occasionnelles de connaissances communes mentionnaient des conversations pleines de regrets. Des tentatives pour me joindre par l'intermédiaire des cousins. Des messages que je n'ai jamais reçus une seconde fois. Ils ont vieilli visiblement sur des photos que je ne cherchais pas à voir. Papa a pris une retraite anticipée, ses problèmes de santé augmentant. Maman faisait plus de bénévolat, remplissant les heures vides. Aucun d'eux n'a trouvé le moyen de revenir dans ma vie parce que je ne laissais plus la porte ouverte. Je ne suivais pas leurs difficultés de près. Aucune satisfaction ne venait du fait de connaître les conséquences, seulement la connaissance stable que mes limites tenaient bon. Certains soirs, en rentrant chez moi à travers les rues de Denver, je pensais aux années passées à prouver ma valeur à des gens qui refusaient de la voir. L'énergie autrefois consacrée à arranger les choses pour les autres alimentait maintenant mon propre chemin. La vraie gentillesse, ai-je appris, trouve sa propre direction lorsqu'elle n'est pas tordue pour obtenir l'approbation. Le favoritisme toxique finit par se consumer lui-même, laissant ceux qui l'ont pratiqué isolés dans les ruines. Couper les ponts complètement n'était pas cruel. C'était la seule façon de protéger ce que j'avais construit et de continuer à avancer sans plus porter leur fardeau.